Ah, que le temps passe, quand maintenant y a oui, on finit ouais nous émission l'Aubert. Ça fait longtemps. Je m'en arrête là. Coucou à notre maestro Pedro. Paix à son âme. Alors, il y a 15 ans déjà que l'OETB et Love Power vous offrent cette belle opportunité de la promotion des valeurs familiales via votre émission Unis pour toujours. L'amour un jour, l'amour tous les jours. Vous le savez désormais, pour vivre votre amour, Love Power vous propose toujours d'orienter les élans vers l'éthique. Dans le couple, c'est sans doute souvent le moment de réenchanter votre relation pour pallier la guerre des pouvoirs et viser une vie conjugale consciente, je dis bien consciente. Sur cette édition de Unis pour toujours, nous vous proposons un sujet très intéressant. Qui peut deviner? Jouer en famille, jouer en couple, éviter les toujours des rains. Toujours des rains. Trouver des occasions de joie en couple. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Vous savez, le jeu est indispensable au développement harmonieux du couple, des conjoints et surtout des enfants. Jouer en famille, chers parents, jouer en famille permet de renforcer les liens et de tous se réunir pour partager des moments de joie, des moments de bonheur, que dis-je, des instants de bonheur éternels qu'on n'oublie jamais. Ce soir, avec nos invités, nous allons poursuivre le développement et vous permettre de jouir véritablement de votre couple. Mais avant, je vous propose de suivre notre journaliste humoriste que nous avons déplacé pour vous depuis Boycon, Zizola. Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Unis pour toujours. Merci d'être toujours au rendez-vous. Est-il si difficile à certains couples de s'amuser avec eux-mêmes et avec leurs enfants? Deux personnes qui ont dit oui et qui ont pris la décision de former un couple, de former une famille et faire des enfants, se mettre à se disputer. C'est quoi tout ça là? Et puis devant les enfants, et un des tombes nous dit, vis-à-vis devant les clients, c'est-à-dire les voisins d'à côté savent déjà que, et dans notre dialogue, c'est quoi tout ça là? Vous êtes des Soweto, Kamine Kamidadio, papa, c'est quoi tout ça là? Pourquoi tu insultes ta fille? Pourquoi tu insultes ta femme? C'est à cause de ces jeunes filles qui n'ont rien à faire, qui ont des parents, mais que ces parents sont considérés comme des parents morts. C'est quoi tout ça là? C'est pas bien, hein? Les filles qui n'ont même pas d'avenir, étant avenir, tout le monde, hein? Il y a mon tontino, 100 000, 200 000, hein? Bon, t'as ton fille, bah, quoi, si, hein? Tu vas pas venir là, et quoi, donc, voilà, c'est pas du tout logique, hein? Oui, coup de main, bon, l'intérieur, bon, toi, ou, bon, les benefits, là, reviens à tes enfants vite, et à ta femme, sinon, il y a du quoi, tu es, et na jodo. Chers amis, nous sommes déjà calés et je suis sûr que vous allez aimer cette émission. Ça, là, je vous le dis, il n'y a rien à faire. Et donc, je m'en vais vous présenter rapidement mes invités sur le plateau. Il avait déjà pris la parole sans que je le présente. C'est le coach Fulgence Awangonou, mais il préfère que je dise Fulgence Émeric Betonho Awangonou. Il est coach en communication et coach en management de la famille. Vous êtes également le promoteur de l'Académie du leadership et de management de la famille. Bonsoir, coach. Bonsoir, madame. C'est votre première fois sur Unis pour toujours? Ah oui, c'est ma première fois. Ça fait 14 ans quand même. Ah oui, mais Vos j'étais impressions? souvent de l'autre côté. De l'autre côté. Et on a beaucoup appris. Aujourd'hui, on est avec les téléspectateurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On espère apporter un petit plus et créer la joie dans les familles. Merci beaucoup, coach. Et vous allez m'aider à accueillir le couple qui est là. Je vais commencer par dire, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce qu'il a fait pour vous. Je proclamerai la gloire de ton... Ils savent pourquoi j'ai entonné ce chant et je continue de bénir Dieu pour leur vie. Tout le monde connaissait M. Edgar Guidibi, mais aujourd'hui je reçois sur mon plateau, de façon exceptionnelle, le couple pastoral Guidibi, des serviteurs et serviteurs, servantes de Dieu. Et donc vous avez Emion, sa tendre épouse, qui est à côté de lui, et le pasteur Guidibi. Les deux sont pasteurs. Oui, c'est bien cela. C'est votre première fois sur l'émission? Oui. Ça en fait quoi? Vos impressions à bout pour point? Merveilleux. Merveilleux. Je sais que vous êtes un peu fatigué parce que vous étiez en train d'animer un séminaire et vous a tiré de là-bas. Non, bien, bien, bien. Voilà, c'est parti. Alors, serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'on peut comprendre par une famille heureuse?
D'abord, une famille où on a envie d'être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient leur famille. Les jeunes sont avec des amis dans la rue, dans une série d'activités pour avoir des sensations fortes, parce qu'à la maison, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas écoutés, ils ne peuvent pas s'amuser, ils ne peuvent pas s'exprimer. Une famille où le père n'est pas obligé de traîner au boulot en prétextant le travail parce qu'il a peur de venir rencontrer son épouse pour qu'il y ait encore des disputes, qu'elle lui fasse la mine et que ce soit une mauvaise ambiance. Une famille où les enfants peuvent parler avec leurs parents sans que quand papa approche, tout le monde tremble. Une famille, non seulement où les gens sont heureux d'être qui ils sont, de se manifester dans leur force, dans leur faiblesse, aimer sans condition parce qu'ils sont de la famille, pas pour ce qu'ils font. Et une famille surtout qui fait de chaque membre de la famille une ressource précieuse pour la nation. La femme, l'homme, je crois qu'un grand homme, c'est un homme qui a une grande famille et de grands enfants, de grands hommes. Demain, c'est des enfants qui viennent d'une grande famille, comme des débauchés, comme des braqueurs, ça vient d'une mauvaise famille. Je pense donc qu'en finalité, c'est une famille qui produit de grands hommes, une femme épanouie et un homme qui a une base suffisamment épanouie pour rayonner dans la société et puis être une bénédiction pour la nation. Merci beaucoup, Pasteur Guidibi. Je veux bien entendre Pasteur Emion sur la question. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je dirais que pour moi, une famille heureuse, c'est une famille dans laquelle on produit de la joie, une famille qui produit la sécurité à ses membres, que ce soit le père, la mère, que tous se sentent donc en sécurité, une famille donc qui est soudée et surtout principalement une famille heureuse pour moi, c'est une famille dans laquelle on a la facilité de la parole. Une famille dans laquelle on a la facilité de la parole. Coach Fulgence, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'anxiété qui augmente de plus en plus dans les familles, les soucis et tout, les familles vont se retrouver dans leur définition, dans leur développement? Les familles devraient se retrouver dans cette définition. J'ai aimé quelque chose tout à l'heure chez le pasteur que je partage, que j'exprime. Une famille heureuse, c'est qu'on est pressé, on a toujours envie de s'y rendre. Quand le boulot finit, on est pressé de rentrer à la maison. C'est une famille heureuse. Lorsqu'on quitte l'école, on a envie de rentrer à la maison pour voir papa et maman. Une famille heureuse, c'est une famille de joie. La joie, c'est l'émotion de l'amour, c'est l'émotion du succès. Et quand on partage, on donne la joie dans une famille, waouh, c'est une famille heureuse. C'est une famille heureuse. Donc, on s'entend sur la définition de famille heureuse. S'il te plaît, est-ce que ta famille se retrouve dans cette définition de famille heureuse? Si elle ne se retrouve pas, je prie Dieu que ce soit, même après avoir suivi cette émission de bout en bout, que tu puisses retrouver cette joie au cœur de ta famille. C'est important. C'est important pour toi. Alors, vous avez un couple pastoral. On dit souvent qu'avec les pasteurs, c'est souvent au nom de Jésus-Christ, il faut prier, il faut lire la Bible. Ils n'ont pas le temps. Leurs enfants sont au dehors, à la maison. Ils sont toujours à l'église. Mais quand je vous vois, je sais pourquoi je vous ai proposé pour cette émission. Est-ce que vous retrouvez dans cette définition du couple pastoral qui n'a souvent pas le temps, qui ne s'amuse pas? Vous êtes souvent trop sérieux. Regardez-vous. Je vais déjà dire en même temps, on ne se retrouve pas dans cette définition. Mais vous êtes d'accord quand même avec ce cliché-là, non? Il y a des gens qui sont comme ça. Et moi, je pense qu'en toute situation, il y a des particularités. Ok. Et nous, on a cette grâce-là. Je crois que c'est parti de beaucoup de choses, de notre histoire, de notre éducation, chacun de nous. Pour nous, on est comme de petits enfants. Wow. On est comme deux toutoureaux amoureux chaque jour. Donc, qui jouent. On a la facilité donc de jouer, même en présence de nos enfants. Mais je peux dire qu'il fut un moment où, je me rappelle, je ne sais pas si lui s'en rappelle, on était à l'église, je crois que c'était de la fête des pères et tout. Et même à l'église, je crois, on a dit bonne fête des mères et tout. Et il est venu donc, des pères plutôt, il est venu donc m'embrasser à l'église. Mais toute l'église était jeune. C'était une première. C'est mon épouse. Qu'est-ce que vous croyez, c'est son époux, là? Et je ne fais rien de mauvais, c'est ma nature. Donc, je me dois donc de le faire à mon épouse. Ben, dans la pudeur, mais de l'embrasser. Ah, c'est le pasteur qui disait ça? Oui. Okay. Donc, il m'a embrassé, okay. Mais le peuple était étonné. Okay. Donc, pour dire que, pour moi, je ne me retrouve pas du tout dans la définition d'être un pasteur. Là, ce serait de l'hypocrisie. La vie du pasteur n'est pas, donc, dissociée de la vérité de l'évangile. Jésus se retrouvait avec des enfants.
Jésus, il n'est pas marié, mais il se retrouvait avec des enfants. Les enfants allaient le voir dans le temple ou sur la montagne. Jésus, donc, il prônait une bonne ambiance quand même autour de lui. Et on peut dire, même si on ne le voyait pas jouer à la bille ou jouer à tel jeu, mais Jésus avait donc cette manière, lui aussi, de jouer par des anecdotes, par des choses. Quand tu lis la Bible, tu comprends que ça, c'est un jeu, c'est une question, c'est un jeu. Donc, il est en train de faire avec ses Donc, c'est facile pour vous de vous amuser. Dites-moi, comment est-ce que ça vous arrive de créer la joie à la maison? Bon, Donc, oui, parce qu'un exemple de... Vous créez la joie et les enfants sont heureux autour de vous. J'ai même suivi le mariage de votre fille. Mais c'était extraordinaire. Ça donne envie de marier sa fille, de voir sa fille patienter jusqu'au moment où Dieu décide de lui donner un bon mari. Franchement, c'était beau. Un exemple? Je voudrais déjà dire aux chrétiens que être chrétien, c'est pas être religieux. On n'a pas besoin de faire cette fausse mine de sérieux. La foi n'a pas une fausse mine. Une fausse mine de sérieux. Donnez-nous un exemple c'est ça? Cette air de sérieux où on est, tu t'amuses et puis dès que tu arrives devant l'église, tu deviens sérieux. J'appelle ça de l'hypocrisie. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu est un Dieu de joie, un Dieu de fête. Et être chrétien, c'est avoir l'Esprit de Dieu en soi pour manifester les fruits de l'Esprit, dans lesquels il y a la joie, il y a la paix, il faut être saint, il faut faire des choses sainement, mais il faut être naturel. La foi nous aide à vivre heureux et à impacter le monde, pas à faire les hypocrites à l'église. Et donc, un pasteur qui vivrait comme ça serait pour moi un hypocrite. Et d'ailleurs, je l'avoue, il y a beaucoup de pasteurs qui se réfugient, par exemple, dans des jeûnes, des prières pour fuir leur épouse. Arrêtez ce genre de choses. Je ne vous demande pas ça. Il faut regarder cette caméra, s'il vous plaît, regardez là. Vous faites détester l'évangile. Il y a trop d'hommes de Dieu et trop de chrétiens qui font détester la vérité de l'évangile à leurs conjoints, à leurs enfants, parce qu'ils affichent un modèle, j'appellerais plus de pharisiens que de chrétiens. Non, ne soyez pas hypocrite. Le sexe n'a rien de mauvais quand il est fait légitimement dans les liens d'un mariage régulier. Aller faire de la fornication, de l'adultère, c'est mauvais, mais le sexe en lui-même a été instauré par Dieu, c'est une bénédiction, c'est une délice. Le livre des Cantiques est dans la Bible, vous devrez le lire, l'enseigner de plus en plus souvent. C'est un livre de romantisme, c'est un livre de poésie amoureuse, et c'est bel et bien au cœur de la Bible. Il faut arrêter d'être hypocrite. Donc, faisons les choses comme il faut, dans les limites d'un mariage. Ça donne même envie aux jeunes, en vous voyant. Parce qu'il faut justement... Il ne faut pas donner aux jeunes l'impression que l'amour ou le sexe sont interdits par la foi. Ils sont encadrés pour ne pas être des occasions de désordre, mais quand vient l'heure, parce qu'on s'est régulièrement malheureusé de le faire, il faut le faire librement, sans aucune hypocrisie. Alors, pasteur, je ne vais pas vous couper, vous allez revenir encore à votre développement, mais j'aurais aimé écouter votre épouse le dire enfant, parce que j'adore quand elle traduit tes pensées enfant. On sent le côté amour, le côté je suis fier de redire autrement ce que mon bien-aimé a dit. Et donc vous allez regarder cette caméra et nous faire un petit résumé enfant. Le fond regarder sur mes coins, c'est une autre mais tout et zéali. Et maintenant nous bien ya. Amour donne nous dia. Ouais dome de mino debo e masino pome de nous couvre da hueni anyema me. Et donc, écoute, mais né au bon tiens, mais nous avons ma vie corrée, bon nous avons eu au rami sako. Bon, mais ouais toi, mais ça c'est connu, mais ça c'est chawa. Bon, fibi tourne qu'à ça c'est mon dédo, mais même bien. Et nous étais on va transa. Nous y a bien oui, mais à toquer flé nous connaît. Nous a transa bon je nous même à sauver à bleu et au mina na kala jonjo jale. Donc je les et ouais to le pour les boro teo. Hier on cointo donc ouais au télévision. Le mero soleil non bon ben no duro me lo ben no wa nu dagbe pe to fi pon bublo ko wa ndeze nto wa ene yo ti sheri dagbe ama e wa do wen to mi bo fi bi ba to ma mi bo ma so si lo ko do ya ma se sin ku enu ma le ene o ekunyo mi de ku e me o J'avais voulu faire une capture d'écran quand vous étiez en train de traduire là, mais le regard de votre épouse sur vous. Oh my God! Non, donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. Coach, regardez comment... Regardez, dites-moi un mot. Dis-le un mot, s'il te plaît. Non, vous savez, l'amour se vit au naturel. Simplement. On aime simplement, on sent, on ressent. On ne fait pas d'efforts. Et c'est une sorte de réflexe. Et ça se voit, ça se sent. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, quels sont les avantages de jouer ensemble, en famille, comme ils l'ont dit? Papa qui se retrouve avec sa femme, avec les enfants. Quels sont les avantages? Vous savez, lorsqu'on joue ensemble, c'est qu'on sort des barrières d'autorité, de quoi que ce soit. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, mais il n'y a que des hommes, des enfants qui jouent. Et vous voyez, quand le jeu est là et vous jouez au jeu, vous allez parfois constater
les enfants, peut-être, c'est eux qui gagnent les parents. Et on accepte facilement. Et ça permet aux enfants, aux plus petits, de se dire, je suis capable de remporter une victoire, prendre quelques points sur papa, ne veut pas dire que tu es papa, tu as dépassé papa, mais c'est prouver que moi-même, je sais faire quelque chose. Donc ça permet à tout le monde dans la famille d'exister, de se dire, je suis capable de faire quelque chose, je peux encore aller plus loin. Et dans la même manière, ça montre aussi les fragilités des uns et des autres. Moi, souvent, quand on joue au jeu, ma fille n'accepte pas les défaites. Elle pleure toujours. En fonction de son âge, moi, je comprends. Je dis, avec le temps, ça va peut-être passer, mais ça montre aussi d'une manière sa personnalité. Tenez-vous tranquille, elle est meilleure en classe comme meilleure de meilleure, quoi. Je veux pas, vous comprenez, mais elle n'accepte pas. Moi, ça me fait rire, je comprends le coach que je suis, dit oui, il faut aussi l'accompagner parce que nos enfants ont aussi cette difficulté de ne pas accepter l'échec, de ne pas se retrouver en difficulté. Nous devons, le jeu nous permet de montrer aux enfants qu'on peut jouer et réussir plus tard. La preuve, on perd et après c'est l'enfant qui gagne. Je suis totalement d'accord avec vous. Je me souviens encore, chaque fin du mois, on organise des jeux à la maison. Et ce jour-là, je crois qu'il y avait un règlement que je n'avais pas suivi. Il y avait un article dans le règlement. Je n'avais pas suivi. Ça m'a énervé parce que quand tu perds, on te retire 60 points. Et franchement, j'étais énervée. Tous les enfants étaient à table avec monsieur. Et j'ai renversé la table de jeu. J'ai renversé, je dis, je repris. Une fille me dit, mais t'as bien nommé. Et mon garçon reste comme ça, il dit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Il dit, maman, tu ne peux pas casser le jeu comme ça. Tu es un faux perdant. Il dit, hein. Et mon mari dit, tu vois, tu n'as pas donné un bon exemple. Franchement, on en a ri. Mais quand je suis rentrée dans la chambre, la voix m'a dit, va appeler ton garçon pour dire, non, ça ne se fait pas comme ça. J'ai perdu, j'accepte que j'ai perdu. Donc je suis franchement d'accord avec vous. Il faut apprendre aux enfants également que l'échec fait partie de notre vie. De la préparation à la victoire. Celui qui ne perd pas ne gagne pas. Une défaite, c'est la découverte d'une manière de ne pas gagner, afin d'en essayer d'autres. Donc personne ne peut gagner dans la vie s'il n'a pas été entraîné par la défaite. Et l'humilité précédant la gloire, la capacité à encaisser les échecs fait partie de la préparation d'un gagnant. Et je crois qu'il faut apprendre aux enfants que parfois ils peuvent gagner, mais parfois ils peuvent perdre. Et que dans les deux cas, il faut garder le sourire, ça ne doit pas fâcher. Et je pense aussi que, moi par exemple, une petite anecdote, hier je recevais un invité dans mon bureau, quand mes filles sont venues avec mon garçon. Ils étaient toutes là, puis elles sont venues, quelqu'un voulait que je signe ses bulletins, l'autre me disait, tu as une conférence dans notre école tout à l'heure, il faut que tu viennes à l'heure. Et puis, il me chahutait, donc, tout en me respectant et tout en ayant le rôle du père qui discute de manière respectueuse avec ses enfants, on était en train de rire, me taquiner, me défier, me lancer des défis, tout ça. Puis quand elles sont parties, mon invité dit, mais c'est bizarre votre relation avec vos enfants, elle vous cache rien, elle vous parle de tout, comment vous faites ça? Je dis, je ne peux même pas réaliser. C'est naturel pour moi. Parce que je crois que l'éducation, je dis souvent, il y a une différence entre dresser un enfant et l'éduquer. Dresser, c'est ce qu'on fait avec les animaux. Des coups, quand on veut décourager, la carotte quand c'est bon. On produit des robots qui au mieux sont hypocrites quand l'autorité est là, faisant ce que l'autorité veut. Ça produit des enfants qui devant les parents sont apparemment sérieux, mais qui quand les parents ne sont pas là, font exactement ce qu'ils ont évité de faire quand les parents étaient là. Quand vous faites ça, à la maison, votre enfant est vertueux, mais dans la société, et quand vous n'êtes pas là, ce qui sera le père de sa vie, il sera un cas, et c'est comme ça que vous pensez que votre fille est la plus sérieuse pour lui voir une grossesse à 13 ans. Moi, je crois que la véritable éducation suppose que les enfants sont mis en confiance pour vous dire les choses sans peur d'être jugés. Il y a des fois, vos enfants vous disent des choses, vous avez envie de crier. Mais vous restez calme pour qu'ils ne remarquent même pas que ça vous scandalise. Afin qu'elles n'aient pas peur de vous parler. Parce qu'il vaut mieux savoir ce qui se passe dans leur vie pour, avec sagesse, les conduire à éviter les pièges sur le bon chemin, que d'être tellement dur que, anticipant vos réactions, vos enfants se ferment et finalement n'ont que leurs mauvais amis comme conseillers. Et donc moi, je mets un point d'honneur, par exemple, mes filles, elles sont capables de tout me dire. Un garçon m'a dit ici, qu'est-ce que tu penses de ça? Un professeur m'a énervé. Parce qu'elles savent que je ne vais pas les juger, je vais les écouter. Et je vais leur donner mon avis en leur disant, qu'est-ce que tu penses aussi? Pourquoi pas si et si? Je crois que c'est du naturel. Donc moi, j'ai une relation naturellement joyeuse avec mes enfants parce que, d'abord, on est tous plus heureux comme ça. Et c'est la seule manière d'avoir une influence positive sur elles. Est-ce que tu as eu une relation naturellement, je dis une relation naturellement heureuse avec tes enfants? Nous remarquons, surtout dans la tradition africaine, que papa et maman ne peuvent pas s'asseoir comme ça et discuter, s'amuser. Je vais m'adresser à notre pasteur Hermione. Vous êtes femme, il y a l'autorité masculine, il y a l'autorité du mari, au point où même dans la tradition africaine, on appelle notre mari au tort.
Alors, Tom étant le premier, est-ce que c'est cette relation qui vous lie? Et qu'est-ce que vous pensez de ces femmes-là qui sont dans les maisons, mais qui sont malheureuses simplement parce que papa ne leur donne pas l'espace pour s'exprimer et d'être en joie avec leurs enfants? Bon, ben moi, avant de sauter rapidement sur la question, je voudrais ajouter une chose. Le code disait tout à l'heure que le jeu révèle la personnalité de l'enfant. C'est tellement vrai. Mais je voudrais ajouter et dire plutôt aussi que le jeu nous révèle les points cachés, les points négatifs de nos enfants. Ça nous permet donc de savoir qu'est-ce qui est à corriger. Le jeu permet, donc, ou le fait de se rabaisser au niveau des enfants nous permet de connaître leur réalité sans pour autant les suivre dehors. Parce que vous pouvez éduquer votre enfant à la maison, mais l'école et la rue en fait tout autre chose. Parce qu'ils sont aussi plus proches des leurs. Donc il faudra donc se rabaisser à l'âge de l'enfant pour arriver donc à faire certaines choses. Je pense que le blocage principal de certains parents, c'est d'arriver donc à se rabaisser au niveau des enfants. Et moi, au-delà de la maison, même au niveau de l'église, personne, ça nous est déjà arrivé une fois, quelqu'un est rentré au niveau de l'église à la fin d'une activité, dit je voudrais rencontrer le pasteur. Et on lui disait voilà le pasteur principal qui est là-bas, la personne m'indécède, et puis il dit non, je voudrais voir le pasteur qui a fini tout. Il dit mais oui c'est elle. Et après ce vieux, il était très avancé en âge, dit franchement, comment vous vous comportez avec les fidèles? Je ne comprends pas. Je dis oui, parce que c'est comme ça que je connais leur quotidien, leur naturel, qui ils sont. Parce que quand on commence une célébration, tout le monde est sérieux, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Mais quand je me confonds, j'arrive donc à avoir certaines informations, j'arrive donc à voir certains défauts qu'en tant que berger, on est appelé donc à corriger, à orienter. Tant qu'on n'est pas avec les brebis, on ne peut pas le faire. Donc moi, l'autre chose aussi, c'est exactement ce que vous venez de dire. Il y a des hommes donc qui ne laissent pas leurs épouses les accompagner dans leur mission de vie. Parce qu'on ne se marie pas pour avoir deux objectifs. On ne se marie pas pour... vivre l'enfer. Voilà, on se marie pour vivre les mêmes objectifs, d'aller dans le même sens, de se compléter. On se marie parce que seul on ne peut pas tout faire. Seul un homme ne peut pas fonder une famille. Seule une femme ne peut rien faire. Donc je ne suis pas de ceux qui disent tant qu'il y a déjà une mère, c'est tout, c'est faux. Parce que si Dieu lui-même, le législateur de la famille, si lui-même il a choisi qu'il faut un homme et une femme, c'est que c'est le complément des deux qui va donner une bonne éducation. Les familles dans lesquelles, par exemple, le papa est défaillant, c'est une famille dans laquelle les enfants ne vont pas respecter l'autorité, ne comprendront pas la valeur. La famille dans laquelle la maman, donc, elle est défaillante, donc l'enfant n'a vu que peut-être le père, ou peut-être chez d'autres tuteurs ou tutrices, c'est une famille dans laquelle il sera difficile aux gens de comprendre ou d'accepter certaines valeurs, certains principes de la vie. Parce que ça, Dieu l'a donné aux femmes. Et l'autorité l'a donné à l'homme. Et c'est les deux qui se complètent. Donc, quand on ne donne pas alors cette liberté donc à la femme de pouvoir accompagner l'homme, cela suppose que la femme donc aussi est capable et entre-temps sait comment compléter l'homme. Parce qu'on donne de l'autorité à certaines femmes, mais ça déjoue tout. Pour savoir dans quelle sorte de jeu on doit faire avec les enfants. J'ai joué à un jeu qu'on appelle Ni oui ni non avec mes enfants. Je ne connaissais pas. Mais je suis sortie de ce jeu vraiment grandi. Ça me permet donc de faire des débats. Ni oui ni non, tu réponds, mais tu ne diras pas oui, et tu ne diras pas non. Mais on te pose des questions qui te poussent. Et vous avez gagné? Oui, a dit non, j'ai perdu. Ah, vous avez dit non. On a vous avez perdu. Vous venez de dire non. Vous avez perdu. Oui, j'ai perdu. Donc 3 fois de suite, j'ai perdu. Je me dis, quel est le principe donc du jeu? Et voilà, les enfants donc ont commencé par me dire, voilà, comme ça, c'était... Et toi, souvent, tu fais ci, tu fais ça. Je croyais que tu étais la plus forte, que tu pouvais résister, que tu pouvais... C'est toi qui as dit que tu as fait la A. Donc, tu pouvais comprendre, tu pouvais ci, tu pouvais ça. Donc, après... Laissez-moi applaudir, en tout cas, nos enfants qui se prêtent au jeu et qui comprennent également que l'autorité, c'est pas tout le temps crier, mais c'est également se rabaisser, venir au niveau de l'enfant et pour entrer dans son humanité, entrer dans sa vulnérabilité, c'est important. Et je vais demander à mes invités, avant de continuer, de suivre ce petit élément. Je suis tombée sur ça sur TikTok. Franchement, je me suis pas retenue, j'ai ri. Et chaque fois que je tombe sur la vidéo, je ris. Suivez.
Merci. Alors, tout de suite, vos impressions avant qu'on ne boucle cette première rubrique. Je suis tombée sur cette famille formidable. Ils sont aux États-Unis, les enfants, papa, maman. Et ça m'a... Franchement, quand je regarde la vidéo, ça suscite quelque chose. Moi, je me dis, mais c'est formidable. Ce que j'appelle la joie naturelle. Je crois qu'il y a un arrière-plan de ce que nous disons, une grande ignorance en matière de leadership. Et ce n'est pas seulement dans la famille, c'est aussi dans la société. J'aime bien la pensée qui dit que quand le lion ou le tigre est obligé de proclamer sa tigritude, c'est déjà qu'il est en difficulté. Quand vous êtes obligé de dire, attention, ici c'est moi le chef, c'est moi le père de famille, ou autrement que vous êtes obligé de crier, d'être faussement méchant et dictatorial pour essayer d'asseoir votre autorité, c'est que vous n'avez aucune autorité. La véritable autorité, c'est la capacité sans jamais user de force ni de violence d'aucune forme à conduire ceux que vous dirigez, ceux sur lesquels vous êtes établi en autorité, à la bonne destination, à les protéger, à les sécuriser, à pourvoir à leurs besoins, à les redresser quand il faut, à les corriger. L'autorité est une influence douce mais ferme. Donc la véritable autorité n'a pas besoin d'élever la voix, d'être méchant, d'être dur. Elle est naturelle. Tout le monde le respecte. Vous avez apprécié ce que vous avez vu là? Oui, parce que pour s'amuser comme ça, il faut que le père ne craigne pas de perdre son autorité. Beaucoup de parents, à cause de notre tradition, croient que s'ils se mettent à portée de leurs femmes, de leurs enfants et jouent, ils ne seront plus respectés. C'est ça en fait que, en griffe, les féodaux craignent. Ils pensent que pour être le chef, il faut affirmer par une certaine brutalité son autorité. Et tout ce qui consiste à être plus doux leur fait peur parce qu'ils pensent que ça consiste à perdre son autorité. Chers amis, c'est difficile d'avoir M. Guidibi, pasteur Guidibi, en tout cas, les hommes du micro sur mon plateau. C'est compliqué de les gérer. Donc, comprenez-moi, je vais essayer de le gérer, d'accord? On est d'accord, non? Oui, coach, un mot avant de clôturer la première rubrique, rapidement, sur la vidéo que vous venez de suivre. Ce que nous avons vu tout à l'heure démontre une chose, que cette famille vit ensemble. Ils ne restent pas ensemble. Donc, il y a une différence entre vivre ensemble, et rester ensemble. Et bon, alors, je vous dis merci et c'est parti pour la deuxième rubrique, leçon de vie. J'ai la surprise. On a réservé une surprise pour le couple. Voilà, c'est parti.